Toujours ensemble sur France 24. Bonjour, bienvenue si vous nous rejoignez. On va plus loin dans un instant avec Marc Semo, collaborateur du quotidien Le Monde et de l'hebdomadaire Challenge. Bonjour Marc. Bonjour. Face à vous, Bruno Darou, chroniqueur international à France 24. Bonjour Bruno. Au sommaire ce soir, ces premières violations du cessez-le-feu au Haut-Karabakh signalées par la Russie. Au soir d'une première rencontre entre séparatistes arméniens et le pouvoir d'Azerbaïdjan, discussion pourtant qualifiée de constructive des deux côtés. Après New York, Volodymyr Zelensky lui est à Washington. Objectif, convaincre les élus d'accorder une aide supplémentaire de 24 milliards de dollars à l'Ukraine, alors que la lassitude gagne les rangs républicains. Côté polonais, le président Andrzej Duda lui assure que la déclaration de son Premier ministre hier a été mal interprétée lorsque Mateusz Morawiecki annonçait la cessation des livraisons d'armes de la Pologne à Kiev. C'est tout de suite, on va plus loin. Ils sont prêts à poursuivre leur pourparlers avec l'Azerbaïdjan. Les séparatistes arméniens contraints hier de déposer les armes au Haut-Karabakh, cette enclave sécessionniste que Bakou entend réintégrer après son offensive éclair, particulièrement meurtrière si l'on en croit les Arméniens qui évoquent le chiffre de 200 morts. Et écoutez ce qu'en dit une habitante de Stepanakert, c'est la principale ville du Haut-Karabakh. Elle a été jointe, son témoignage vérifié par l'équipe des observateurs de France 24. Ça a bombardé, beaucoup bombardé, tout autour de nous. Il y a de nombreux morts, des blessés, des bâtiments détruits. Je ne sais pas du tout quoi faire. On est au milieu de la ville, au plus près des soldats russes, les forces de maintien de la paix. Mais ils ne sont pas d'une gage ou sans nos bagages. Tout est confus. Voilà, on entend dans ce témoignage le désarroi des Arméniens du Haut-Karabakh qui envisagent l'exode de peur de subir une épuration ethnique. Du côté de l'Azerbaïdjan, pourtant, on l'assure, rien de tout cela n'est envisagé. Les droits des habitants du Haut-Karabakh seront respectés. Écoutez l'ambassadrice de l'Azerbaïdjan ici en France évoquer ces garanties sur l'antenne de France 24. L'Azerbaïdjan a déclaré plusieurs fois au plus haut niveau que nous considérons les Arméniens, les résidents arméniens de Karabakh en tant que les citoyens de l'Azerbaïdjan. Bien sûr, c'est à eux de décider de devenir citoyens ou pas, mais du point de vue droit international, ces Arméniens, ils sont résidents du territoire azerbaïdjanais. Et bien sûr, même hier, le président a déclaré que si on parle des droits certains pour les Arméniens, qu'on donne ces droits aux autres représentants des minorités. Dans l'Azerbaïdjan, ce sont des droits éducation, ce sont des droits culturels, ce sont des droits municipaux. Et bien sûr, ces questions, on va discuter avec les représentants des résidents arméniens de Karabakh. Voilà l'ambassadrice d'Azerbaïdjan ici en France qui répondait aux questions de Julien Fanchouli. Côté azerbaïdjanais, toujours, on qualifie de constructives les discussions avec les séparatistes arméniens. D'autres devraient suivre, assure-t-on. Marc, vous êtes surpris par le ton des deux parties au soir de cette première rencontre, d'autant que côté russe, on signale des entorses au cessez-le-feu. Les entorses au cessez-le-feu, c'est inévitable. Il y a des provocations, j'imagine, de part et d'autre. Mais bon, l'impasse était évidente pour les Arméniens du Haut-Karabakh et les séparatistes du Haut-Karabakh. L'Arménie, et je crois qu'il faut saluer à cet égard le courage politique, parce qu'il fallait un énorme courage politique du président arménien Nikol Pachinian. Qui n'est pas salué par ses manifestants. Évidemment, de dire nous n'interviendrons pas, parce qu'il était conscient d'abord que le rapport de force était impossible et que s'il y avait eu une guerre entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, la défaite risquait d'être bien pire, et ensuite qu'il faut à un moment ou à un autre sortir de cette impasse du Haut-Karabakh qui dure depuis 30 ans, parce que ce n'est pas l'Ukraine. Au regard du droit international, le Haut-Karabakh fait partie de l'Azerbaïdjan. Pourquoi ? Parce que les frontières entre les républiques soviétiques au moment de l'effondrement de l'URSS ont été considérées comme des frontières internationales. Le Haut-Karabakh, qui est effectivement une enclave arménienne, avait été donné... C'est un oblast du temps voilà, avait été donné par Staline à l'Azerbaïdjan dans le grand jeu, on joue les peuples du Caucase des uns contre les autres, etc. Donc il fallait sortir de cette impasse. Ça durait depuis 30 ans. Voilà, donc là, on commence à discuter. Alors le risque, évidemment, est que l'Azerbaïdjan n'est quand même pas très tentant comme État. C'est comme un régime très autoritaire, voire dictatorial. Ilham Aliyev, maintenant, son père, avant, c'était l'ancien patron du KGB d'Azerbaïdjan. C'est lui qui était le président de l'indépendance. Oui, c'est l'exode, quoi. Voilà, donc le vrai risque aujourd'hui, et on le voit avec les milliers de personnes massées à l'aéroport, c'est les gens qui voudront partir. Donc,
Ça ne sera même pas un nettoyage ethnique imposé par l'Azerbaïdjan, mais la plupart des Arméniens du Haut-Karabakh ne voudront pas vivre sous la botte de l'Azerbaïdjan. Alors même si on parle vaguement de droits culturels, etc., on en est loin de garantir un vrai statut pour les minorités. J'imagine ce qui va être aussi discuté pendant les négociations, mais de fait, la plupart des habitants de Haut-Karabakh, des 120 000 personnes, voudront partir. Et c'est une situation qui rappelle un peu ce qu'on avait connu dans les Balkans, après la reconquête croate de la Krajina et des zones qui avaient été les républiques autoproclamées serbes. Et bien, oui, au moment où les Croates sont arrivés, quasiment toute la population serbe est partie. L'Azerbaïdjan, Bruno, elle se s'est observée par la communauté internationale. A-t-elle intérêt à s'en prendre aux Arméniens du Haut-Karabakh ? Enfin, elle a intérêt. Enfin, en tout cas, c'est son objectif depuis assez longtemps. Elle prétend le contraire. Elle parle de réintégration, normalisation, même des relations avec l'Arménie. Non, mais de s'en prendre, de vouloir réintégrer réellement le Haut-Karabakh à l'intérieur du territoire azerbaïdjanais, ça c'est un but que l'Azerbaïdjan poursuit depuis toujours. Dans une première séquence. Jusqu'où va aller l'assimilation, c'est la question. Hein. Oui, non mais je veux dire, il faut revenir au dernier conflit en 2020. L'Azerbaïdjan finalement a progressé, a conquis des territoires autour du Haut-Karabakh et un peu à l'intérieur du Haut-Karabakh, donc a resserré son emprise. Il y a 9 mois, avec le fameux corridor de Latchine qu'on voit là sur la carte, eh bien là ils ont imposé une forme de blocus, ce qui fait que beaucoup de ces Arméniens du Haut-Karabakh étaient dans une situation humanitaire, médicale, alimentaire extrêmement difficile. Donc tout ça a été prématuré. Et l'Azerbaïdjan a profité en fait du fait que la Russie est occupée par un autre front et que elle a senti que Moscou n'allait pas aller mourir pour Stepanakert en quelque sorte. Et donc ils ont senti qu'ils pouvaient y aller. Ils ont fait cette offensive éclair face à, je crois qu'il y a 10 000 forces de défense séparatistes arméniens au Karabakh qui ont été, vu l'ampleur de l'artillerie et de tout ce qui a été mis en place militairement par l'Azerbaïdjan. Bon, ça a été un peu une défaite en race campagne, et les négociations constructives, enfin c'est des négociations quand même le couteau sous la gorge pour les dirigeants séparatistes. C'est des négociations contraintes. Il faut quand même rappeler qu'il y avait des négociations qui avaient un peu progressé entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. C'est-à-dire qu'effectivement, Nikol Pachinian était prêt à accepter le Premier ministre arménien. Le Premier ministre arménien était prêt à accepter le fait que le Haut-Karabakh soit véritablement un territoire azerbaïdjanais, mais réclamait des garanties de sécurité, justement, pour les Arméniens du Haut-Karabakh, et les négociations avaient achoppé sur ce point. Et quelques semaines après, il y a cette offensive. Donc oui, ce soir, quand même, l'inquiétude, c'est le sort de ces Arméniens, même si, effectivement, les Azerbaïdjanais vont peut-être pouvoir se contenter, dans un premier temps, du fait de voir des milliers d'Arméniens quitter d'eux-mêmes la région. Mais est-ce qu'ils voudront tous quitter? C'est quand même une question. Je vous voyais réagir lorsque Bruno évoquait l'inaction russe occupée par le front ukrainien. Je pense que ce n'est pas une inaction russe. Je pense que c'est un choix de la Russie, aujourd'hui, qui avait commencé déjà depuis un certain temps, de lâcher l'Arménie. Pourquoi? Parce que Nikol Pachinian, qui a été élu en 2018... Une forme de révolution un peu à l'arménienne. Voilà, comme une espèce de révolution, de ces révolutions de couleur que le régime russe, Poutine, déteste. Ensuite, l'Arménie, avec Pachinian, a commencé à se rapprocher, sans pour autant rompre avec Moscou, jouer l'interface, à se rapprocher de plus en plus des Occidentaux. Et depuis la défaite de 2020, ça s'est encore accéléré. Avec les États-Unis notamment. Avec les États-Unis notamment, au point que Nikol Pachinian, dit publiquement que ça a été une erreur historique d'avoir, et c'est vrai d'ailleurs, d'avoir remis la sécurité de l'Arménie entre les mains de la Russie. Donc pour toutes ces raisons, d'un côté, ils veulent punir Pachinian, les Russes. De l'autre, pour eux, l'Azerbaïdjan est devenu de plus en plus important. Pourquoi? Parce que l'Azerbaïdjan, limitrophe de l'Iran, est aussi par là que se fait tout le trafic entre l'Iran et la Russie, sans oublier que justement l'Iran aujourd'hui est devenu un des rares pays qui aide militairement la Russie, avec des drones, des installations de fabrique de drones, etc., etc., etc. Donc pour toutes ces raisons, il y a un continuum de territoire. De tectonique des plaques dans le Caucase qui est en train de bouger. Et c'est un choix parfaitement assumé. C'est un cadeau que fait Poutine. D'accord, mais factuellement, il y a une inaction. Ça appartient... Alors, c'est pas parce qu'elle est occupée en Ukraine. C'est parce qu'elle veut punir l'Arménie
et qu'elle veut absolument rallier le régime Aliyev. C'est un cadeau au régime Aliyev. On reconnaît, c'est les frontières de 91. Inaction russe et puis inaction arménienne. Alors l'Arménie aujourd'hui qualifie de crime contre l'humanité l'opération militaire azerbaïdjanaise. Elle dénonce un nettoyage ethnique en cours. Elle accuse d'ailleurs aussi la Russie d'avoir failli à ses fonctions de maintien de la paix. Que n'a-t-elle réagi au moment où l'Azerbaïdjan lançait son offensive éclair? Oui, mais l'Arménie était effectivement dans une situation très difficile, parce que si elle réagissait à l'offensive éclair de l'armée azerbaïdjanaise, ça veut dire que l'Arménie, l'État d'Arménie, entrait en conflit avec l'État azerbaïdjanais. Et les Azerbaïdjanais Alors pourquoi ces déclarations maintenant? Oui, il y a quand même eu un paradoxe qui a été très critiqué par des manifestants. Non, mais ça vous semble une aberration, Bruno? Mais des gens ont manifesté pendant 2 jours. Ça ne semble pas une aberration. Oui. Non, mais des manifestants. D'abord, les manifestants qui manifestent contre Nicole Pachinian, c'est beaucoup des manifestants proches des partis nationalistes, les mêmes qui d'ailleurs, à une époque où les Arméniens étaient plutôt en bonne position, auraient pu négocier un accord assez honorable avec l'Azerbaïdjan et qui, à l'époque, sont restés sur des positions super maximalistes qui ont amené à l'impasse et à la catastrophe d'aujourd'hui, le rapport de force s'inversant. Donc bon, c'est facile aujourd'hui de dire c'est la faute de Pachinian, mais enfin voilà, il y a tout cet historique derrière. Et puis Nicole Pachinian, il savait très bien qu'il n'avait pas les moyens. Rappelez-vous le conflit de 2020. Il n'avait pas les moyens militaires d'entrer dans un conflit avec l'Azerbaïdjan. Bon, le seul peut-être bénéfice, c'est qu'il aurait mis pour le coup Moscou dans l'embarras, parce que les liens ne sont pas entre Moscou et le Haut-Karabakh, les liens sont entre Moscou et l'Arménie, et il y a des accords de défense. Donc si l'Arménie était entrée en conflit avec l'Azerbaïdjan, là les Russes auraient été plus embarrassés. Mais je pense qu'ils n'avaient tout simplement pas les moyens ni politiques ni militaires de se lancer dans un conflit avec Bakou. Vous continuez à saluer la position arménienne qui aujourd'hui quand même condamne dans des termes très vigoureux. Je pense qu'il y a un vrai courage. Et l'Azerbaïdjan et la Russie. De Nicole Pachinian, parce que comme le disait très bien, pendant des années, c'est un conflit vieux de plus de 30 ans. Et pendant des années, les nationalistes au pouvoir à Erevan, dont la plupart étaient d'ailleurs originaires du Haut-Karabakh, ont refusé toute concession. C'est-à-dire, il y avait le Haut-Karabakh qui avait été libéré, etc. Mais il y avait aussi autour un énorme territoire qui n'avait été de plaine, qui était peuplé d'Azéris. Il y avait 500 000 réfugiés et ils ont refusé de bouger sur quoi que ce soit. Donc, voilà, à partir d'un certain moment, le rapport de force a changé et ce qui s'est passé était inévitable. Et Pachinian, ce n'est pas de sa faute. Lui, il est arrivé à la fin à devoir gérer cette situation qui était devenue ingérable. Disons que là, vu la situation difficile où il est politiquement et la situation de son pays, en fait, il se dit le mieux que je puisse faire, c'est d'essayer de négocier une véritable paix, ce qu'on n'a pas pu négocier depuis 30 ans, c'est-à-dire, 1, reconnaître que le Haut-Karabakh fait partie de l'Azerbaïdjan, mais 2, obtenir, alors non pas peut-être un statut, mais une forme d'autonomie du Haut-Karabakh, et que les droits et la sécurité des Arméniens du Haut-Karabakh soient préservés. Et un troisième point qui est fondamental, parce qu'il y a aussi les négociations qu'on avait commencé entre Nicole Pachinian et Erdogan pour normaliser avec la Turquie, afin que l'Arménie sorte de cette espèce d'impasse, d'enclave où elle est. Et alors là aussi, les Russes ne sont pas très contents, mais que justement puissent s'ouvrir vers le territoire turc, passer par la frontière a été fermée depuis, je crois, des années et des années. Donc il y a une vraie vision de Pachinian, qui était celle d'ailleurs d'un des premiers présidents de l'Arménie libre, qui était Levon Ter-Petrosyan, juste après la chute de l'URSS, qui était, il faut normaliser avec l'Azerbaïdjan et la Turquie. Et si on peut revoir la carte, il y a une autre crainte de l'Arménie, mais là, il faut vraiment voir la carte, parce que personne... Qui est le corridor vers le Nakhitchevan. Voilà, parce qu'il y a un autre bout... voilà, la carte. Voilà, on va y arriver. Voilà, il y a un autre bout qu'on voit là, en dessous, là où il y a marqué Arménie, vous voyez. C'est un bout d'Azerbaïdjan. Donc, ce qui fait... il y a une autre enclave. Mais de l'autre côté, cette fois-ci. Et de l'autre côté, l'Azerbaïdjan veut... la crainte de l'Arménie, c'est que l'Azerbaïdjan pousse vers cette enclave de Nakhitchevan. D'ailleurs, à l'issue du conflit de 2020, les Azerbaïdjanais avaient obtenu un corridor le long de la frontière, là,
pour rejoindre le Nakhchivan. Donc les négociations peut-être ne font que commencer. Hein. Merci, on va continuer effectivement de suivre ce dossier. Volodymyr Zelensky, lui, est à Washington, après New York et l'ONU, place au temple de la politique américaine, car ce sont les élus, notamment républicains, qu'il tente de convaincre tout au long de cette journée du besoin d'accorder à l'Ukraine une nouvelle aide financière, alors que l'opinion publique américaine, elle, semble de plus en plus sceptique. Mathieu Mabin, à Washington pour France 24. 24 milliards de dollars, le chiffre est immense, vous en conviendrez. Vous vous souvenez évidemment de cette visite de Volodymyr Zelensky en décembre 2022. Les parlementaires américains avaient réservé au président ukrainien un véritable triomphe et les observateurs ici avaient même qualifié la visite d'historique. Pas tout à fait un an plus tard, on est obligé de reconnaître que le contexte a changé. D'abord, Nancy Pelosi ne préside plus à la Chambre des représentants et les voix des républicains sont aujourd'hui décomplexées face à la dépense. Il est vrai considérable que la guerre en Ukraine représente pour le contribuable américain. Le temps a inévitablement fait son office et, vu de Washington, pour les républicains, les plus conservateurs en tout cas, les avancées tactiques de l'armée ukrainienne paraissent bien maigres en comparaison du coût de la guerre. Pour convaincre, Volodymyr Zelensky ne peut donc plus simplement promettre et le coût humain considérable consenti par les hommes d'Ukraine ne suffit plus tout à fait à convaincre les généraux du Pentagone que la victoire est possible. Pour la droite américaine, les doutes formulés par Mike Milley, le chef d'état-major des armées américains il y a un an, étaient donc fondé. Volodymyr Zelensky se trouve aujourd'hui dans la posture inconfortable de devoir convaincre les experts du Pentagone. C'est ce qu'il fait en ce moment, en même temps que la représentation nationale américaine, et ce ne sera pas une mince affaire visiblement. Alors certes, le président ukrainien a le soutien de Joe Biden, mais si le doute continue à se creuser dans les consciences républicaines quant à la capacité de l'Ukraine à reconquérir son territoire, ce doute pourrait bien se transformer en un allègement de l'aide à mesure que le pays va s'enfoncer dans la campagne présidentielle de 2024, car c'est de cela qu'il s'agit. Puisque du côté de Donald Trump, la vision de 2016 n'a pas changé et les guerres interminables, pour reprendre la formule de l'ancien président, sont de son point de vue aussi coûteuses qu'inutiles. Voilà, il doit combattre, Bruno, ce sentiment de lassitude qui plaît dans un pays éloigné et qui entre en campagne électorale. Oui, voilà. Et puis, Volodymyr Zelensky, effectivement, le temps passe. Les Américains, je crois, en aide militaire, à eux seuls, c'est presque 50 milliards de dollars. Donc, effectivement, au bout d'un moment, se pose fatalement la question, tout cet argent, pour quel résultat? Donc, la question, elle peut être légitime, mais évidemment, il y a des arrière-pensées politiques, notamment de la part des républicains. Et là encore, nous sommes dans des démocraties. Les calendriers électoraux influent fortement voilà, sur le cours des choses, quoi. Et il devient du coup un instrument presque du shutdown et de ce chantage des républicains. Oui, il a eu raison de muscler son discours à l'occasion de sa tournée américaine. Il est un peu sur la corde raide, parce que s'il muscle trop, il risque d'irriter les États-Unis, qui déjà, eux, comme les Britanniques, ont dit qu'il ferait quand même bien de montrer un peu de gratitude, vu tout ce qu'on a donné financièrement pour soutenir l'effort de guerre en Ukraine. D'un autre côté, Zelensky a besoin de ces armes, et notamment des F-16, des missiles à longue portée ATACMS, parce que lui, son argument, c'est de dire, oui, il y a eu des armes, mais c'était à chaque fois trop peu et trop tard. C'est à cause de ça que l'offensive n'a pas pu donner les résultats escomptés. Donc on a besoin réellement de ce soutien, et voilà, il est à la fois, il fait cette pression, mais voilà, il ne doit pas non plus braquer trop les Américains, braquer trop aussi les républicains qui sont là en train de demander « mais qu'est-ce que vous avez fait de cet argent ? On veut des comptes ». C'est un peu le thème de sa rencontre avec Kevin McCarthy, le patron des républicains à la Chambre. Donc c'est une situation qui n'est pas facile pour lui et qui en ça est très différente de celle de décembre 2022, quand pour la première fois il avait été à Washington au début de la guerre. Et là, justement, en demi-teinte, justement, apparemment, après sa rencontre avec Biden, il a obtenu un renforcement de l'aide des Américains en matière de moyens anti-aériens, mais pour le moment, toujours pas de missiles à portée. Et ni d'avion, on en est. Et sachant qu'il a déjà braqué les Polonais, c'était mardi, en s'adressant à l'Assemblée générale des Nations Unies, en accusant, en fustigeant certains pays, ce sont ces termes, qui feignent la solidarité envers l'Ukraine, tout en soutenant indirectement la Russie, allusion à cet embargo sur les céréales ukrainiennes décrété par la Slovaquie, la Hongrie et donc aussi la Pologne, qui n'a pas manqué de réagir en annonçant qu'elle suspendait ses livraisons d'armes donc à
à l'Ukraine. Le président polonais Andrzej Duda a tenu tout de même aujourd'hui à modérer. Il a assuré que la déclaration hier de son Premier ministre a sans doute été mal interprétée. Gulliver Krag, vous qui êtes à Kiev pour France 24 et qui avez été aussi un correspondant de France 24 à Varsovie, comment comprendre cette déclaration d'Andrzej Duda? Comment la comprend-on là où vous vous trouvez? Je pense qu'en fait, la déclaration de Mateusz Morawiecki, qui a fait beaucoup de bruit, était calculée pour être mal interprétée, si vous voulez. Il a fait semblant de dire que la Pologne suspendait des livraisons, alors qu'en fait, il a été clarifié par d'autres membres du gouvernement tout de suite derrière. Les contrats déjà signés allaient être honorés. L'utilisation de la base de Rzeszów, l'aéroport par où les armes de beaucoup d'autres alliés de l'Ukraine arrivent, allait bien sûr continuer. L'aide à l'Ukraine sur beaucoup de comptes allait absolument continuer. Mateusz Morawiecki a pensé sans doute qu'il ne pouvait pas ne pas réagir à ces mots assez durs de Volodymyr Zelensky, qui a suggéré qu'en fait la Pologne aidait indirectement la Russie, la Pologne et d'autres pays. Mateusz Morawiecki aussi pense à l'électorat agricole en Pologne, qui va être crucial si son parti va avoir une chance de se maintenir au pouvoir lors des élections le 15 octobre. Mais en même temps, la Pologne ne veut absolument pas réellement arrêter d'aider l'Ukraine, puisque une très grande partie de l'électorat en Pologne est absolument solidaire avec les Ukrainiens, se méfie de la Russie, était absolument d'accord avec le discours mené par les dirigeants ukrainiens surtout, mais aussi par les dirigeants polonais, comme quoi cette guerre n'est pas uniquement une guerre contre l'Ukraine, mais une guerre contre l'ordre mondial, et où pour se défendre elle-même, la Pologne doit absolument aider l'Ukraine. C'est une tentative de plaire à deux électorats en même temps, et c'est, je pense, délibérément que les paroles du Premier ministre et du Président sont un petit peu contradictoires. Andrzej Duda parlait à la télévision plus libérale TVN quand il a mis beaucoup d'eau dans le vin de Morawiecki, si vous voulez. Et puis, à mon avis, en réalité, de quoi il s'agit réellement en Pologne, de tentatives désespérées de détourner l'attention de ces scandales de corruption qui ont érompu ces derniers jours, où des membres du gouvernement sont accusés d'avoir vendu des visas à des migrants venant d'Asie et d'Afrique. Merci Gulliver Krag avec nous en direct de Kiev. Des propos apportés donc essentiellement intérieurs, si l'on comprend bien. Bruno Darroul, le front occidental ne peut pas se permettre aujourd'hui une brouille entre l'Ukraine et son principal allié, la Pologne. On imagine qu'il y a aussi certainement des pressions qui jouent. Il y a peut-être eu des pressions. Enfin, comme l'a dit Gulliver, il y a surtout des élections en Pologne le 15 octobre. Le point de départ, ça a été effectivement les mots très durs de Volodymyr Zelensky, mais ça, c'est sur la crise à propos des céréales ukrainiennes. Imaginez, vous pensez, cette réaction, ou il est allé trop loin, Zelensky? Il a peut-être été un peu trop loin. Alors voilà, Marc disait tout à l'heure, il est sur la ligne de crête, mais parfois c'est vrai qu'il va très loin. Et moi, je pense que il l'a fait avec les Britanniques, il le fait un peu avec les Américains, il le fait avec la Pologne. Bon, c'est vrai que c'est compliqué, mais parfois, pour exister, et c'est normal, il faut qu'il maintienne la pression. Mais parfois, il a des mots très durs et qui peuvent être blessants. Là, en l'occurrence aussi, c'est un problème économique pour son agriculture à lui, puisque les céréales ukrainiennes, à quelques exceptions près, ne peuvent plus c'est par le détroit du Bosphore, oui. Voilà, par la mer Noire. Oui. Donc, voilà, mais après, le président Duda lui-même, avant de rétropédaler, avait comparé quand même la relation entre la Pologne et l'Ukraine à celle d'un noyé et de quelqu'un qui veut sauver le noyé. Et Andrzej Duda avait dit c'est très compliqué de sauver un noyé parce qu'entre le stress et l'adrénaline, le noyé parfois peut vous entraîner. Ce qui n'était pas très aimable pour l'Ukraine, mais qui était peut-être en subliminal un message adressé à Volodymyr Zelensky en disant qu'il faut peut-être se calmer quand même dans l'expression. Ne pas mordre la main tendue, en fait. Voilà. Oui, mais c'est vrai que les difficultés qu'ont les Ukrainiens aujourd'hui sur le front, le fait que la contre-offensive n'ait pas donné les résultats escomptés, le fait qu'ils sentent cette lassitude monter dans l'opinion publique, effectivement, rend Volodymyr Zelensky très nerveux. Sa marge de manœuvre est étroite. Cette irritation monte un peu partout, moins en Europe qu'aux États-Unis, mais le problème va de plus en plus se poser. Ensuite, alors, avec la Pologne, c'est une crise, un épiphénomène. Parce que bon, les intérêts entre les deux face à la Russie sont évidents.
La Pologne était parmi les Européens le pays qui depuis des années mettait en garde sur ce qui allait se passer. C'était le plus grand soutien de l'Ukraine depuis le début du conflit. Ensuite, il ne faut pas oublier... Et la colère des agriculteurs polonais est bien réelle, elle aussi. Hein. Si, mais il y a aussi une mémoire historique des épurations ethniques sauvages de 1945 entre Polonais et Ukrainiens. Il y avait des guerres civiles, il y a eu des massacres des deux côtés, une épuration ethnique des deux côtés pour mettre tous les Ukrainiens en Ukraine et tous les Polonais en Pologne. Donc c'est quelque chose aussi qui existe. Mais aujourd'hui, face à l'ennemi russe, il est évident que l'un comme l'autre savent qu'il faut rester... qu'il n'y a pas d'autre possibilité que de rester... D'autant que même militairement, ils sont complémentaires. La Pologne aura bientôt la plus grande armée de terre de l'Union européenne, avec énormément de chars achetés et aux Américains et aux Sud-Coréens. Et au niveau militaire, les Ukrainiens auront l'armée qui a la plus grande expérience sur le terrain. Oui, puis voilà, je pense qu'il y a les deux éléments. D'abord, on est quand même à 3 semaines, à peu près, des élections du 15 octobre. Donc, en Pologne. Donc, il parle à ses agriculteurs. Donc, il veut pas céder là-dessus avant les élections du 15 octobre. Ça, c'est un premier facteur. Deuxième facteur sur l'armée, c'est pas très nouveau. On sait que la Pologne, pour moderniser son armée, refile, si vous me passez l'expression, à l'Ukraine des matériaux déjà anciens. En fait, on le savait. Donc là, la précision apportée de dire, en fait, tous les contrats en cours vont être respectés, portant sur de l'armement plus ancien, mais pour la modernisation de l'armée, la Pologne se sert d'abord elle-même. Merci beaucoup pour cette précision, Bruno Darroux. Merci également à Marc Semo. C'était On va plus loin. Prochain journal dans 2 minutes. Restez avec nous.